Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Fred Lambert, qui possède un doctorat en musique. N'ayez crainte, je ne suis pas un véritable docteur, certains diront, peu importe. Quelques annonces tout d'abord. La sortie de mon disque, de notre disque, devrais-je dire, au nom de mon band, le Quatuor Molinari. C'est sorti vendredi le 24 novembre. Alors, c'est le deuxième volume consacré au Quatuor de Philippe Glass. Dans cet opus, on retrouve les Quatuors de numéro 5 à 7, 5, c'est 7, qui sont très passionnés, plus dramatiques que les autres auparavant. Et Philippe Glass, c'est un des compositeurs les plus importants du 20e siècle et 21e siècle. Il est encore vivant, très âgé, mais vivant. Et pour vous donner le goût, on a déjà eu une petite critique quand même. C'est cool. Ça dit que le Quatuor imprègne le Glass d'un sentiment presque spirituel dans cette interprétation magistrale. C'est tiré du Classical Music Forum. Si ça peut vous donner le goût d'aller l'écouter ou de vérifier si ses propos sont vrais, eh bien, allez-y, c'est sur toutes les plateformes que vous écoutez la musique, Apple Music, Spotify et toutes les autres que je connais pas, que les gens utilisent. Aussi, si vous êtes nouveau à l'émission, tout d'abord, bienvenue. Bienvenue. Vous pouvez vous inscrire sur notre page Facebook, Instagram, ou encore aller sur Spotify, aller sur iTunes, aller mettez quelques petites étoiles pour dire votre appréciation. Et même si vous êtes zélé, ça se peut, il y en a parmi vous, vous pouvez écrire un petit commentaire, ça serait vraiment gentil. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant d'inviter quelqu'un d'amusant, de drôle, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et donc je suis devenu très rapidement fan. Il fait partie d'un groupe d'humoristes qui s'appelle Bric et Brac, c'est un duo, et ils ont aussi un podcast, comme beaucoup de gens dans ce milieu, qui ont un podcast parallèle qui s'appelle Un pays dans l'oreille. Moi, personnellement, c'est la chose qui me fait le plus rire depuis déjà un bon petit bout. C'est original, c'est un peu absurde, ça va dans tous les sens, ça me plaît beaucoup et j'espère juste qu'avec cet épisode, ça va vous donner davantage le goût de les suivre, d'aller voir le matériel. D'ailleurs, avant d'écouter même l'émission, je vous conseille d'aller sur YouTube, aller écouter quelques épisodes de Bric et Brac, c'est pas mal bien fait. Et c'est parti, je vous présente un des membres qui s'appelle François Ruel-Côté. Peu de gens le savent, mais François est un acteur très connu. Il est aussi auteur, chroniqueur, improvisateur et humoriste. Diplômé de l'école de théâtre en 2015, il écrit quelques pièces, joue quelques rôles au théâtre, à la télé, au cinéma et fait une bonne couple de chroniques à la radio. Prochainement, vous pourrez le voir dans sa dernière création, Terrain glissant, au Théâtre de Pelletier en janvier 2024, sur Novo dans Inspirer, Expirer, ou l'entendre à la radio de Radio-Canada lors de l'émission Tout peut arriver avec son célèbre segment Tout va mal tout le temps. François fait également partie du célèbre duo de poètes révolutionnaires Bric et Brac, en show partout, tout le temps. Voici ma discussion avec François Ruel-Côté. En fait, oui, c'est ça. Mais ce qui est assez drôle dans le cas de l'épisode avec Sonia Cordeau, c'est quand je commençais à parler de la série qui était sortie, puis je parlais de ton personnage, mais j'avais pas réalisé que c'était toi. OK. Qui était dans Bric et Brac, tu sais. Oui, OK, c'est un lien-là. J'avais pas fait ce lien-là. Moi, j'avais dit, j'ai dit, ce personnage-là, il est le fun, il est drôle, tata. Elle dit, oui, puis elle dit, je suis chanceuse de l'avoir, tu sais, c'est lui, qui est dans Bric et Brac. Je fais, J'avais comme pas. Puis aussi, c'est que souvent, moi, les podcasts, je les écoute en audio, je regarde, okay. je regarde pas vraiment, tu sais. D'ailleurs, je vais commencer en disant la raison. Premièrement, je suis tellement content de te rencontrer parce que
Il y a quelques semaines, j'ai eu un ulcère cornéen. Ok. Ça, c'est dans le cornée. C'est une douleur que t'as même pas, t'as pas idée à quel point ça fait mal. Puis c'est une affaire que tu pognes, ça se contrôle pas, en fait, parce que j'avais déjà eu une blessure, une petite roche qui était rentrée dans l'œil, c'était enlevé. Ça s'était réparé, mais finalement pas entièrement. Donc là, ça s'est logé, puis ça faisait, écoute, tu clignais les yeux, puis c'était comme si quelqu'un te passait une aiguille. C'était écœurant. Et là, j'ai été pris pour aller, évidemment, aux urgences, au CHUM, magnifique CHUM. Yes. Qui a l'Internet haute vitesse maintenant, jusqu'à j'ai découvert. Et en y allant, là, j'étais... C'est drôle parce que moi, j'ai toujours trouvé un peu exagéré les gens qui disent l'art, ça fait du bien à l'âme. L'art peut nous guérir, nous faire... il y a des limites, hein? Ouais, des limites. Et moi, dans la vie, j'ai toujours... étant donné peut-être que j'ai trop le nez dedans, je suis musicien. Bon, moi, à un moment donné, l'art qui est un baume, non. Et là, j'avais mal, une douleur... ça avait pas de bon sens, puis c'est l'urgence, c'est long. Mais là, je regarde, je dis, faut que j'écoute quelque chose. Puis tout ce que j'aime écouter habituellement faisait pas l'affaire, tout me gossait. Puis là, j'avais mis votre émission, je l'avais enregistrée, tu sais, j'avais fait un pays dans l'oreille. J'ai fait, bon, ok, c'est peut-être là, faut que je parte. Ben là, j'étais allé en bas de la liste, j'étais allé épisode 1, cliqué. Puis man, ça m'a couvert la douleur, man. Puis j'ai eu le temps de tout les écouter. Ben voyons donc, ben non. Ouais. Hey, tu devais être mêlé à la fin. C'était parfait. Ah ouais, ok, bon, c'est non, j'avais besoin de passer à autre chose. Je riais dans la salle d'urgence, ce qui est pas un endroit vraiment non, c'est pas tendre. Mais c'était parfait. Puis là, j'ai fait, ok, c'est vrai que des fois, il y a des affaires qui font du bien. Puis ça a fait du bien. Ok, malade, mais ça justifie tout, là. Et en plus, nous autres, tu sais, on les fait, là, mais on n'a pas le temps vraiment de réécouter tant que ça. Puis même, tu sais, comme à l'audio, on les avait jamais écoutés. Tu sais, nous autres, on les a fait visuels. C'est quelqu'un, un moment donné, c'est pas là qu'il y a le plus d'écoute en audio. Vous autres, c'est plus YouTube? Un peu plus YouTube, mais c'est assez égal, là, tu sais, je dirais, mais plus YouTube quand même. Puis parce que tu sais, il y a plein de trucs qui sont visuels ou tu sais, on se soucie vraiment pas de l'audio là, tu sais, quand on le fait. Ouais. Puis quelqu'un qui nous a dit comme moi, je les écoute en audio, puis on était là comme c'est encore plus fucké. Parce qu'il y a des silences, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais évidemment, moi quand je suis revenu, il y a des bouts de jokes, je disais, je vais aller voir c'est quoi qui se passait. mais en fait, comment j'ai été en contact avec ça, c'est à cause des clips. Parce que, tu sais, il y a des clips qui circulent, puis il y avait des affaires, je voyais. Puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis ça m'a fait du bien, man. J'ai ri. Il y a des lines. Premièrement, j'ai vraiment besoin de comprendre un peu la genèse de tout ça. Ouais. Si t'es à l'aise avec ça, ou tu préfères laisser le mystère de ce projet? Non, ça va. On en parle à cette heure parce que même la réalité est fuckée en tant que telle. Là. Tu sais, nous autres, en fait, on voulait pas pantoute faire des podcasts. Là, on se disait qu'il y en avait déjà trop et tout ça. Puis c'est comme tu dis, toi, ce que t'as parlé, c'est les clips de ça. Ben moi, nous autres, c'est exactement ça notre réflexion. T'es comme, anyway, ce qui est important dans un podcast, c'est les clips. Ouais. Fait que faisons juste les clips. Fait que c'est ça la saison 1, tu sais, on a juste fait des clips, mais là on le prenait à l'inverse de comme, mais là Chris, si on veut faire des clips, faut quand même qu'il se passe de quoi, tu sais, pour clipper ça. Fait qu'on, dans le fond, on wreckait des vrais podcasts, mais sachant qu'on les utilisera jamais pis qu'on allait juste faire des clips pour dropper ça. Ouais, pour dropper ça, pour juste comme troller le monde. Là, les gens, tu sais, les gens ont ben trop embarqué plus qu'on pensait, là, tu sais, ça cherche. Les gens étaient comme, ok, quand est-ce que ça sort, puis ils cherchaient le podcast, puis on avait même des entrevues à Soirée est encore jeune, tu sais, pour faire comme, ok, il y a un podcast qui sort, puis on était là, oh boy, ok, tu sais, comme, il y a rien au bout de ça, là, tu sais, c'est comique. C'est de la poudre aux yeux. Puis c'est ça, tu sais, finalement, il y a toute eu la trame qu'on a inventée de comment on s'est fait, on a perdu le podcast, on se l'est fait voler. Ouais, il y avait tout ça comme là, on trollait le monde pour continuer à attirer un peu de l'attention là-dessus. Puis finalement, tu sais, au bout de tout ça, tu sais, il y a tellement une communauté qui s'est créée, tu sais, il y avait un vrai public qui était là, prêt à avoir des podcasts, puis nous autres, somme toute, même en niaisant puis en le faisant pas pour de vrai, en se prenant pas au sérieux, on a aimé ça faire ça. Ouais. Fait que là, on était là comme, ben, let's go, on en fait, puis essayons d'être aussi focal que ce qu'on était déjà, genre, parce que, tu sais, mettons, on a invité Louis Morissette, là, puis on était là comme, viens-t'en, on va racker, genre, 1 heure, puis là-dessus, on va prendre 2 clips de 2 minutes, ça te va dessus? Ouais, pas de trouble. Fait que, tu sais, pendant 1 heure, là, on pouvait aller loin, puis on n'importe quoi, là, en faisant, oui, on l'utilisera pas, tu sais, on faisait des pires enneries en se disant, comme, peut-être que juste ce petit bout-là, dans un clip, ça va être drôle, tu sais.
Fait que c'était ça, c'était comme ça le pitch puis la vibe du podcast. Fait qu'on a un peu essayé de réutiliser ça, mais tu sais, un peu comme tes affaires aussi probablement, tu sais, comme là, on vient de booker une saison 2, tu sais, de podcast. Donc là, il y en avait un qui est sorti hier. Ouais. Est-ce que là, c'est encore pour chaque semaine ou 2 semaines? Ou... Ouais, on va jusqu'aux fêtes, là, comme ça, à chaque semaine, là. Yes. Ouais, c'est ça. Il y en a encore une couple qui s'en viennent, des belles affaires. Puis après ça, il y aura autre chose aussi. Mais tu sais, la formule, on essaie de la faire toujours un petit peu évoluer. On sait que là, vu qu'on vient de boucler quelque chose, c'est tout préenregistré. Ça serait quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine connerie qu'on va vouloir faire pour... Vous avez le show. On a le show aussi, c'est ça. Vraiment la prochaine connerie niveau podcast. C'est comme, c'est quoi la step de plus qu'on va prendre pour faire en sorte que... le film. Ben, tu sais, on a fait un faux documentaire de l'ONF, là, tu sais, maintenant. Juste entre nos 2 saisons de podcast avec mon frère qui est réalisateur, tu sais, c'était un peu ça la vibe, là. C'est comme, Dieu daignez donc le film. Regarde, faisons notre faux truc, là. C'est ça, j'ai montré ça à des amis souverainistes qui ont de l'humour. Et moi-même, mes allégeances politiques sont dans ce même courant-là. Tu sais. Et il y en a qui faisaient « Ouais, mais là, il niaise-tu ou il niaise pas? Il se moque-tu du... » Bon, c'est quoi qui se cache en l'air de ça? Puis comme moi, je disais, avec à eux, je dis qui niaise ça ou qui soit pas, tu sais. Au moins, c'est intéressant qu'on parle de souveraineté. On n'en parle plus. C'est le sujet le plus pas sexy dans le monde. Ouais. C'est quelque chose que tout le monde veut enterrer, comme on dirait, un peu oublié. Ouais. Ben, autant jouer, puis s'amuser, puis célébrer ça à cette façon-là. Tu sais. Ouais. Mais moi, j'étais curieux de comment l'idée est arrivée de faire ça. C'est pas arrivé tout d'un coup, là, ça, des petits accidents, là, tu sais, ces personnages-là sont nés à l'impro, là, moi pis Seb, on joue à l'impro ensemble dans la même ligue, là, fait que, je sais pas, maintenant, on a niaisé, puis... Dans la même équipe? Vous êtes... ça dépend des années, là, tu sais, ça. Mais mettons, au Punch Club, on est dans la même équipe, à la Limo, ça dépend des années, tu sais. T'en fais encore? Ouais, on en fait encore à Limo, en haut du Billy Coon, là, tous les mardis soirs, on est là. Puis de temps en temps au Punch Club, là, à Montréal ou à Québec. Puis c'est ça, on a niaisé, ces personnages-là sont comme nés, puis on avait trouvé ça drôle, là, tu sais, comme c'est la première fois qu'on explorait cette veine-là, puis tu sais, je pense que Seb, ça l'a toujours intéressé, là, tu sais, j'allais dire la souveraineté, mais plus spécifiquement la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean l'a toujours intéressé. Je me souviens qu'à un moment donné, il travaillait sur un projet de court-métrage là, autour de la Saint-Jean, puis j'avais donné des inputs là-dessus. Ça l'a toujours intéressé. Moi, la poésie Gauvreau, ça m'a toujours intéressé aussi. Je me souviens même à Saint-Hyacinthe. Les deux, on a fait l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. OK, vous connaissez depuis un bout quand même. Ouais, on s'est rencontrés en 2011-2012. Mais lui, il finissait l'école, moi je rentrais, fait qu'on s'est vraiment juste croisés. Mais ça, je me souviens d'une soirée cabaret poésie où j'avais fait comme un genre d'hommage à Claude Gauvreau, puis ça donnait que Seb il était dans la salle, t'es venu me voir après, puis il fait comme hey, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Puis on s'en est pas reparlé, puis 10 ans plus tard, on fait bric-et-brac. Ouais, c'est ça, je me souviens juste qu'il avait flashé, puis on se connaissait, mais pas tant à ce moment-là, il était venu faire comme ah si, j'aimerais ça faire de quoi autour de ça, mais j'avais déjà des idées qui se ressemblaient, on se tient au courant, puis je suis jamais tenu au courant. Puis... Fait que c'est ça. Fait que c'est rené finalement à l'impro un peu. Puis là après ça, il y avait Mathieu Kennel à cette époque-là qui était en charge de la programmation du Zoo Fest. Il travaillait avec Seb, puis il a fait comme viens donc faire de quoi là, je vais organiser un genre de cabaret là, faites des personnages. Fait que Seb m'avait invité, on avait fait bric-et-brac, puis ça a été comme la première fois qu'on l'a fait. Vous avez gagné un prix aussi. Ou ça, c'est plus tard c'est après? ça, comme la première année, lui organisait un genre de faux concours, là, où est-ce que le but, c'était que toutes les numbers soient à chier. Fait que nous autres, on était là comme, bon, on va aller faire de la poésie souverainiste à chier comme pas bon, puis mal préparé. Puis c'est un faux concours que le gagnant gagnait son heure l'année prochaine au Zoo Fest. Puis on avait comme pseudo-gagné, puis on était comme, ben, on le fait-tu pour de vrai, Mathieu? T'es comme, ok, let's go, faites-le. Fait que l'année d'après, on avait fait la nuit de la poésie avec un quatuor à cordes sur scène, une chanteuse lyrique, puis tu sais, on reprenait vraiment on refaisait une nuit de la poésie, mais tu sais, c'était très felkiste, là. On disait qu'on avait kidnappé Pierre Lapointe, puis on voulait faire chanter le gouvernement pour créer la souveraineté du Québec, là, d'ici la fin du show, puis c'était un peu punk et tout ça, puis ça avait levé, c'est ça, on avait gagné coup de cœur du public au Zoo Fest. Fait que c'est à partir de là, moi pis Seb, on n'avait jamais fait de stand-up, là, on faisait du théâtre puis de l'impro. Mais pour préparer ce 1 heure-là, on avait fait comme, ce serait quand même bon de faire comme les humoristes pis d'aller casser le stock. Fait qu'on s'était booké 2 soirées avant le show.
une soirée open mic, là, où est-ce qu'on venait comme tester du stock au Zeppelin, là, à un ami, Jay La Liberté, qu'on connaissait de l'impro, était là, comme, venez faire du stock. Puis une autre soirée qui était une vraie soirée de poésie. Puis on était là comme on va aller là, puis on va voir ça prend combien de temps avant qu'ils se rendent compte qu'on niaise. C'était comme le but, c'est de nous rendre le plus loin possible. Ça devait être le fun. Ah, c'était drôle, honnêtement, c'était vraiment le fun. Puis le pire, c'est qu'on était tout croche, là. C'était pendant la nuit blanche, là. Fait que on est arrivé déjà chaud d'air. Quand ils nous ont appelé pour qu'on arrive sur scène, on s'était pas changé. On n'est pas prêt à passer quelqu'un d'autre. Finalement, on est allé, puis le monde, on full aimé ça, mais ça a quand même pris tu sais, je dirais, la moitié du number, là, avant que les gens décliquent de comme. Ok, là, ils nous niaisent, là, parce que ça n'a pas de bon sens qu'ils crient pays aux deux mots, là, tu sais. Hein. On est dans une autre vibe. Mais ça, justement, ça vous fait rire. Donc, toute l'affaire de l'indépendance, les gens qui sont trop intenses, parce que Bric et Brac sont super intenses. Oui, c'est ça. On n'est pas intense dans même dans la vie, là. Et moi pis Seb, là, pour aucune opinion, que ce soit politique ou personnel, là, on va jamais le gueuler au monde. Mais en même temps, vous êtes vous droppez des petits faits ici et là, sur le Québec, tout ça, puis je me dis, il y a quand même une préparation, ils connaissent quand même leur histoire, puis ils l'utilisent, pour pouvoir justement colorer un peu encore plus les personnages qui ont l'air gnouf, mais que finalement non, ils connaissent quand même leur matière. Bon, ça c'est drôle, c'est encore plus drôle. Et c'est sûr quand je vous ai vu la première fois, j'ai fait on dirait que c'était comme une idée, tu sais, comme les appendices qui avaient fait la tour de la Saint-Jean, tu sais. Ça c'est un classique, c'est super drôle. Les gens ont embarqué là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui des fois qui sont frustrés de ce que vous faites? Ben nous, depuis le début, là, on s'attend à ça, là, comme un peu à se faire ramasser. quelqu'un qui dit c'est pas si drôle que ça. Ouais, là. C'est ça, puis c'est à peu près jamais arrivé. En fait, c'est arrivé comme une fois que c'était notre première entrevue à Radio-Can Radio où est-ce que l'animateur nous a un peu comme poussé dans les câbles. C'était qui? T'en rappelles-tu? Je me souviens pas son famille, Philippe quelque chose, là, mais tu sais, c'était correct aussi, mais tu sais. Rosier? Je me souviens pas, c'était à une émission d'été. OK. Puis on venait de gagner coup de cœur ZooFest, tu sais, la rechercher si elle avait vu le show, qui est une amie aussi, peut-être comme venez au show. Lui, il avait pas vu le show, mais tu sais, de ce qu'il entendait de nous autres, puis aussi que on reprenait un peu les événements du FLQ, puis on riait autour de ça, tu sais, lui, il a fait comme non, mais on peut pas rire de ça, c'est pas drôle, c'est eu mort d'homme, puis on était là comme ouais, mais c'est pas nous qui l'a tué, là, tu sais, peu importe ce qui s'est passé, comme les faits sont les faits, puis tu sais, on n'est pas drastique là-dessus, tu sais, on effleure les trucs, on fait des gags par rapport à ça, mais tu sais, c'est pas non plus, le show est pas tout dirigé là-dessus. Fait que tu sais, il avait comme pas vu le show, il se posait des questions, je voyais qu'il voyait les deux bonhommes qui débarquent, puis qui disent n'importe quoi, je voyais qu'ils se posaient beaucoup de questions, puis que ça devait peut-être vous étiez là pas en personnage, vous étiez là à Radio-Can, vous étiez en... C'est ça, c'était comme pas clair, on était mi-personnage, mi-nous autres. Nous autres, comme venez faire un bout en personnage, puis après ça, on va vous parler. Fait que tu sais, c'était pareil comme recevoir le Père Noël, mais faire comme, donc je vous présente Daniel Côté, il interprétera le Père Noël. Ok, la magie. Moi, quand j'étais à Radio-Can, chroniqueur à Catherine Perrin, une fois, on avait accueilli Sexe illégal. OK. Puis les gars sont venus en personnage. Puis ils avaient demandé de faire un personnage. Ouais. Puis là, Catherine les interviewait les personnages. Ouais. C'est encore aujourd'hui un des pires moments que j'ai vécu. Puis on était tous autour de la table. Tous les autres chroniqueurs, personne rit. Personne trouve ça drôle. Ouais. Pas un sourire, tout le monde regarde ça comme ça. Ouais. Puis ça marche pas. Ben ça c'était ça prend le bon carré de sable hein, pour faire ça. Tu sais, Radio-Can n'est pas vraiment le bon carré de sable pour recevoir des personnages à la radio d'État. Là. Si t'es au bordel, là, sous écoute ou des affaires, c'est comme de plein d'affaires comme ok là, ça se peut, il y a un public, puis tu sais, comme on sait qu'on est là pour ça. Oui, puis c'est un terrain de jeu assez grand, sans limite de temps aussi. Puis là, quand t'es à la radio, écoute, t'as le compteur devant toi, puis là, t'es comme, shit. Puis là, c'est stressant. Là, puis entre deux entrevues super sérieuses aussi. Ouais, on vient d'accueillir un spécialiste en... C'est ça, c'est un peu weird. Ouais. Mais, donc, est-ce que... On peut jaser un peu de tes allégeances? Moi, je suis comme curieux. Toi, qu'est-ce qu'il y en est de ça? Ben, tu sais, ça a été dans les premières questions qui nous ont été posées justement dans cette entrevue-là, Radio-Can, ça a été très vite. Pour qui vous votez, vous autres, la Ligue? Toi, pour qui tu votes?
Tu sais, au début, là, tu sais, très sincèrement, surtout quand ça a commencé, on était là comme, nous, on veut pas s'afficher pour rien, parce que, tu sais, on veut garder une distance artistique, tu sais, mettons, tout ce qui est flou, puis les questions que tu te poses, puis que tout le monde se pose, là, comme, à quel point c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils pensent pour de vrai, les gars, on aime ça, garder ce flou-là, parce que, justement, ça fait que les gens se posent des questions, puis font comme, bon, je sais pas pour qui ils votent, les gars, mais au-delà de tout ça, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, je suis contre ce qu'ils disent, des fois, il y avait raison, des fois, il y avait tort, où est-ce que je pense qu'ils niaisent, qu'est-ce qui résonne en moi. On trouve que c'est ça le plus important. Tu sais, après, on se mettra pas la tête dans le sable, là. En tout cas, toi puis moi, on habite à Montréal, on est dans la sphère artistique, on est fort probablement d'allégeance de gauche, là. Mais ce qui nous permet aussi, nous autres, de comme, tu sais, la souveraineté, pour ce qui est de la souveraineté, tu sais, moi, je suis vraiment un passionné d'histoire, puis d'anthropologie, puis de sociologie. Fait que tout ce qui est ces courants-là, tu sais, ça m'intéresse, ça me passionne. Tu sais, la question québécoise me passionne aussi. Peut-être pas autant qu'un vrai péquiste pur et dur, tu sais, au niveau de l'identité québécoise, mais quand même, ça me passionne. Ce projet-là me permet d'utiliser cette passion-là, d'avoir un regard porté sur le passé, le présent, sur l'identité québécoise, sur tout ce qui constitue notre culture, puis de m'amuser là-dedans. Puis ça fait aussi que le personnage permet que je peux à la fois donner de l'amour à ça, puis en rire aussi, tu sais. On aime ça, comme taper sur tout, autant sur la gauche que la droite, que sur n'importe quoi. Puis avec les personnages, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire une chose et son contraire, comme ça nous affecte pas nous en tant que individu, tu sais. Exact. C'est ça qui est le fun, c'est cette grande liberté-là qu'on veut. Puis cet aspect un peu free jazz est complètement artistique, là. On va là où est-ce que ça nous chatouille le plus artistiquement de l'intérieur, là, tu sais, de faire Chris, je sais pas pourquoi, mais qu'on aille faire ça, je trouve ça drôle, genre, j'aime ça, fait qu'on y va, tu sais. Le podcast, d'ailleurs, je suis un peu curieux on va parler de production, peut-être ça intéresse pas le monde, mais moi, ça m'intrigue. Vous faites ça, à quel endroit vous l'enregistrez? OK Studio, qui est le studio à K.O. OK, à K.O. Ouais. Puis c'est ça, puis vous êtes timé, justement, c'est comme 60 minutes chaque épisode, à peu près. Ouais, c'est ça. Des fois, on dépasse, ça arrive, mais... je me suis dit, tout le long, je me disais, ils doivent avoir une contrainte de temps, d'argent, parce que vous louez. Il y a un peu de tout ça, oui. Parce que vous vous autofinancez, vous avez aucun financement pour ça? On a, pour l'instant, aucun financement. On a de l'aide un peu. En fait, il y a des tractations qui se passent en ce moment. Non, mais je veux dire, parce que pour l'instant, vous avez pas encore des commandites qui ont embarqué. On a aucune commandite, mais nous, avec Bric et Brac, on est signé en production chez Co. Fait que c'est le 60 minutes, tout ça qu'on roule et tout. C'est eux autres qui le produisent, tu sais, dans le but de faire un vrai gros show, style humour, puis runner ça partout. Fait qu'en attendant aussi, on a quand même avec eux ce qu'on appelle un budget de développement. Fait que le podcast rentre un peu là-dedans, vu que ça nous fait de la pub sur les réseaux et tout ça, puis ultimement, ça aide à vendre l'étiquette. K.O., OK, c'est ça, K.O. produit aussi les shows live et il investit justement là-dessus parce que c'est ça fait la promotion. Exactement. Une bonne promotion pour c'est ça. Tu sais. Puis aussi comme les autres shows parallèles qu'on fait, comme la Saint-Jean par exemple, tu sais, c'est eux autres qui produisaient ça. Puis... OK, je vois. Quand t'es allé à Saint-Hyacinthe, étudier en art dramatique, en théâtre, est-ce que l'idée de scène humoristique était présent déjà? Parce que tu sais, t'as fait toutes sortes d'affaires, là. T'as fait quand même du Molière, tout le grand classique de ce qu'on peut imaginer qu'un acteur doit faire. Mais est-ce que il y avait toujours cette idée de faire rire qui est tout le temps là? Ah oui, même au début de l'école de théâtre, j'étais bien malheureux là à cause de tout ça parce que on m'enlignait ailleurs là, tu sais, je trouvais que c'était bien trop sérieux puis que le monde se prenait trop au sérieux puis que tu sais, même encore à ce jour, tu sais, je suis encore acteur là, je fais des gigs d'acteur, mais je le vois tellement que mon cerveau est pas formaté comme ça là, tu sais, puis c'est bien correct, un bon acteur, il pense à la psychologie, la courbe puis de son personnage. T'as fait l'avare avec la mise en scène de poisson, quand même. Ouais, mais tu sais, je faisais des serviteurs là-dedans, là, puis je mangeais des claques d'en face, là, tu sais, ça c'était j'avais hâte de dire quel rôle t'as fait, quelle ligne que t'as pris. Non, tu sais, c'était pas grand-chose, mais j'étais bien content de faire partie de l'équipe. Mais ouais, c'est ça, tu sais, je le vois, mon cerveau pense beaucoup plus en termes d'auteur, de ce que les mots sont dits, puis aussi de c'est quoi le show global, donner un show, tu sais, le rapport avec le public, de comment faut qu'il aime ça. T'sais. Ben moi, ce
ce que je trouve bien, ben, tu sais, t'as fini l'école, puis après t'as fait le fameux show du Katsu pour essayer de bon, cette affaire-là que je trouverais... C'est malade. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, cool. Tu sais. Ben, c'est cool. En même temps, c'est triste, un peu, je trouve, cette affaire-là, parce que comment être comédien aujourd'hui, tu sais, je veux dire, un jeune qui sort, c'est toujours les mêmes gens qui ont les mêmes rôles, c'est les gens protègent leur bien. Puis dans ton cas, ce que j'aime, c'est que tout investi sur la créativité, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, on le disait à la blague déjà en sortant de l'école, t'es comme si tu veux être acteur, deviens humoriste, puis pour vrai, comme c'est un peu vrai. J'ai jamais eu autant de gigs d'acteur que depuis que je fais de l'humour, là, tu sais. Ah ouais. Ben oui, mais tu sais, on aurait beau revirer ça d'un bord puis de l'autre, là, tu sais, comme une communauté culturelle, là, artistique, là, sur une grande cour d'école au secondaire, là, tu sais, faut juste que tu te fasses voir, tu sais, faut que le monde voit ta face puis voit ce que tu fais, fait puis c'est tellement saturé que c'est, tu sais, les gens que le téléphone va sonner direct en sortant de l'école, il y en a très peu, fait en attendant, tu sais, il faut que tu trouves des occasions pour montrer ce que tu sais faire puis te faire voir. Moi, j'avais la chance j'ai toujours aimé écrire puis créer, fait que tu sais, je le faisais même pas dans un but de pogner des gigs pour jouer, là, je le faisais pour le faire parce que ça me passionne, mais ultimement, plus j'en fais, plus le monde me voit puis plus finalement il pense à moi pour d'autres affaires. Puis je suis comme, ok, ben, je vais y aller, là, c'est cool. Ouais. Puis, donc, est-ce que tu dirais qu'en ce moment, la façon que tu travailles, la diversité des projets, ça serait toujours comme ça que ça serait correct? Complètement. Moi, tu sais, les gigs comme acteur que je pogne, là, c'est vraiment comme quelque chose que je vois d'extérieur qui arrive, puis je fais comme, ok, cool, à date, j'ai été vraiment chanceux, tu sais, comme mettons pour Inspirer, Expirer, c'est un projet qui est en plein dans mes cordes avec du monde que j'adore, puis que j'ai fait comme, let's go, je vais tellement avoir de fun. Super le fun, le show. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, ça arrive qu'on me propose des trucs en théâtre, puis que je suis là comme, je me vois moins là-dedans, fait que j'y vais pas. Tu sais, un drame. C'est quoi le plus gros drame que t'as acté? Je sais, le plus gros drame, là, tu sais, comme classique, c'était à l'école, là, tu sais, ça doit être Caligula, là, d'Albert Camus, là. Mais, tu sais, le drame en tant que tel, ça me dérange pas. En fait, si c'est bien écrit, ça demeure encore les mots, là. Ça demeure les mots, ça demeure qu'est-ce que ça raconte, ça demeure, ça va-tu être un bon show, tu sais. Après, tu sais, comme moi, en tant que spectateur, c'est pas vrai que je vais haïr tous les drames que je vois, là, tu sais, comme autant de films ou théâtre. Écouter, comme tout le monde. Puis... C'est ça, puis il y en a que je fais comme, aïe, c'est malade. Mais il y en a beaucoup aussi que je fais comme, aïe, c'est à chier. J'aime pas ça. Comme la comédie, je veux dire. C'est ça, exact. Il y en a de la comédie poche. Exact, là, comme, c'est ça, comme si on me propose une comédie que je fais comme, c'est poche, j'irai pas, mais, à date, le monde pense plus à moi en comédie parce que je pense que, à l'essence même de moi-même artistiquement, c'est ça que je suis. Ouais. Mais, si quelqu'un me propose un drame pis que je vois ce que j'aurais à apporter là-dedans ou à faire, tu sais, aussi, c'est parce que je pense que, ben, honnêtement, vu que mon cerveau est formaté un peu en comédie, je me vois plus facilement faire comme, ok, je vois en quoi je peux être utile à la prod, mettons, en tant qu'acteur comique, je vois comment est-ce que je peux le soigner. Des fois, quand c'est des drames, je fais comme, pourquoi moi plus qu'un autre, là, tu sais, aller prendre Éric Bruno, là, il va bien plus la slap-shotter, là, tu sais, comme mais non, ça. c'est sûr. Mais... T'es un enfant de la... un enfant de la réforme, comme on dit tout le temps. T'es-tu un enfant de l'impro? C'est ça qui t'a amené? Oui, complètement. C'est ça qui t'a amené à... Oui. OK. Oui. Comme ben du monde. Comme... Ouais. Moi, j'ai jamais... Ça existait pas vraiment dans mon temps, c'est niaiseux. En tout cas, dans mon école, dans les années 90, l'impro, c'était une affaire comme... qui se passait à Montréal. Moi. Bon, puis il y en avait pas vraiment. C'est arrivé dans les années 2000, là, tout le monde se mettait à faire de l'impro. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais toi, t'es plus jeune, t'as quel âge? Moi, j'ai 29. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, pis toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Québec, là. Fait que, j'allais à l'école, là, à Valcartier, là, dans le coin du village vacances, là, au Mont-Saint-Sacrement. OK. Puis quand l'impro est arrivé, c'est le cliché, là, mais c'est vrai que ça a changé ma vie, là. C'était comme le créneau où est-ce que je pouvais enfin m'exprimer complètement et tout ça. Puis tu sais, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais ce qui fait que tu sais, j'ai commencé en secondaire 3 puis j'ai jamais arrêté jusqu'à maintenant là. Tu sais, à chaque année, des fois je fais comme là je suis trop occupé, comme je parle, va falloir que je mette ça de côté. Okay. Mais calisse que j'aime ça, tu sais, ça. C'est quoi que t'aimes là-dedans? L'incertitude, oui, tu sais, il y a une petite adrénaline. Tu sais, des fois, il y a des setups que tu peux être comme, c'est stressant. C'est le fait de pas savoir. Moi, je me suis rendu compte que ça va être cheesy ce que je vais dire, mais comme. Shoot. Ouais. Tu sais, mettons, à l'école de théâtre, là, ils nous ont jamais appris que, moi, ils m'ont jamais dit que le plaisir pouvait être un moteur de création.
Tu sais, c'était plus dans le sens de comme fais-toi chier, travaille fort, va dans la souffrance, comme quand tu penses que t'as atteint le bout, va encore plus loin, tu sais, comme c'était très ça. C'est arracher le cœur, mais ça à la table, après tu le remets, pis tu exact, genre, pis là encore on va te dire que c'est pas assez, genre, que t'es pas rendu. Ok, fair enough, mais tu sais, moi je pense toute ma vie, même avant avec l'impro, ça m'a tellement appris que le plaisir est un moteur. À l'école, je me suis fait chier, puis après ça, j'ai retrouvé ça, puis même comme ce qui fait que je continue à jouer à l'impro, c'est le plaisir puis l'amour. Comme j'aime tellement les gens avec qui je joue. Là. Donc, regarde, je vais te donner un exemple. La semaine passée ou l'autre d'avant, on faisait un punch club. Tu sais, moi, mon trio de punch club, c'est avec Sébastien Tessier qui fait Bric et Brac avec moi, qui est acteur aussi. Barbara Dufour, tu sais, qui est pas actrice ni comédienne, mais une joueuse d'immense talent. Ah ouais, elle fait pas ça dans la vie. Non, elle fait pas ça dans la vie. Elle fait du design graphique, de l'illustration et tout ça. Elle travaille chez Télé-Québec. Mais elle pourrait acter. Ah, mais complètement. Mais tu sais, après ça, il y a des gens que ça les intéresse pas là. C'est bien correct. Mais tu sais, c'est ça, comme improvisatrice, énorme, là, tu sais, avec un univers créatif, artistique incroyable, puis une répartie, là, que tu... Barbara Dufour? Ouais, Dufour, que ben des acteurs, actrices, là, auraient à envier comme cette force, cette charge créatrice-là. Wow. Puis de l'autre côté, on jouait avec un gars que je vois faire de l'impro depuis longtemps, Jean-Alexandre Giguère, qui lui non plus est pas comédien. Là, je vais me tromper, mais tu sais, il fait une job genre... Hey, je vais dire n'importe, mais tu sais, ben rationnel, là, tu sais, il est pas analyste, là, mais tu sais, quelque chose genre même, là. Avec des chiffres, quelque chose de super structuré, là. Tu sais, lui aussi, tu sais, comme c'est la première fois que je jouais avec, je suis tombé en amour avec ce gars-là, tu sais, comme on a joué ensemble tout de suite, il y a de quoi, tu sais, c'est des rencontres humaines créatrices que t'auras jamais dans aucun autre contexte, là, à part peut-être dans la musique, là, tu sais, jamais peut-être là, comme, est-ce qu'on s'échange l'information à la vitesse de l'éclair puis qu'on comprend où est-ce qu'on veut aller. Puis ce gars-là, justement, c'est ça, avec un univers puis une maîtrise d'un public, là, tu sais, il arrive sur scène, il est tout seul, t'as pas de texte, t'as pas rien, il va te donner un calice de show. Fait que tu fais comme ça, il y a bien des acteurs actrices qui ont des formations puis des carrières qui peuvent pas faire ça. Ils font jamais ça. S'ils ont pas leur ligne. Ce gars-là, personne le connaît à part dans le monde de l'impro, puis tu sais, comme c'est un génie, tu sais, il y a des gens comme ça dans ce milieu un peu reclus-là qui sont vraiment des locomotives créatrices incroyables. Puis tu fais comme c'est fou, ces gens-là, tu sais, on les verra pas à télé ou tu sais tout ça. Mais c'est puis c'est surtout dans l'impro, ce qui est pas pire, c'est ce qui me fascine, c'est l'immense capacité à avoir de l'information, tu sais, à faire des liens. C'est juste ça. Moi, j'étais un enfant de la réforme, là, fait que faire des liens, c'était ça, mais pour de vrai, comme ce que moi-même, tu sais, à travers tout mon parcours créatif, ça m'impressionne moi-même des fois sur le coup de la préparation mentale de penser que t'as un gros match qui s'en vient cette semaine, toute la semaine, d'essayer d'avoir ça à quelque part. Puis sur le coup de l'adrénaline, moi, des fois, j'ai jamais eu ces sentiments-là ailleurs, mais j'ai l'impression que j'ai accès à toutes les informations que mon cerveau a emmagasinées au courant de ma vie, puis que je peux y avoir accès en une fraction de seconde. C'est des fois, moi-même, je sors des affaires, puis je suis comme, aïe, voir, Comment ça? C'était encore là? C'était dans le disque dur? Voir ce lien-là que j'ai fait, genre, pis que c'est un vieux truc, mais comme que les gens peuvent catcher aussi, pis je trouve ça... moi-même, je suis là comme tabarnak, il y a quelque chose de fort qui se passe. Là. Je pense que c'est les moments de plus grande concentration intense, puis en même temps de laisser aller, de lâcher prise, puis d'être dans le plaisir, puis d'être chaud d'ail, puis de faire fuck off! Il y a ça aussi. Tu parlais d'écriture. Qu'est-ce que t'écris, même? Ben des niaiseries, là. Je sais que t'avais fait Jamais lu. Ouais, avec une première version de Terrain glissant, ça s'en vient au Denise Pelletier en janvier. Commence à jouer ça, là, on est bien avancé dans les répétitions, ça va être malade, ça va vraiment être cool, on s'est tellement bien entouré. En janvier, ça commence? Ouais, en janvier, puis c'est comme la suite, mais tu sais, pas besoin d'avoir vu le premier show, mais on avait fait un premier show, moi pis Cédric Lapratroy, qui est le metteur en scène, qui s'appelait Poisson glissant au Théâtre aux Écuries, juste avant que la pandémie pogne. Puis ça a vraiment bien marché, là, tu sais, les deux, on était un peu découragés du théâtre, puis on était comme, on fait plus jamais ça, câlisse, là, tu sais, c'est comme, c'est pas payant, puis c'est pas payant. Ben, on avait pas nos subs, ça, puis on payait de nos poches, là, finalement, on a été chanceux, on a eu des subs rétroactifs, on s'est remboursé, puis on est arrivé, tu sais, kiff. Mais, on fait plus jamais ça, puis là, après la pandémie, on a eu des mains tendues de certains théâtres, fait que là, on fait Terrain glissant au Denise Pelletier. Puis en 2026 ou 2027, je me souviens plus, on va faire la fin de cette trilogie-là qui va s'appeler Glissant dans un théâtre à Montréal, qu'on peut pas nommer encore parce que c'est pas sorti. OK. Cool. Ça, c'est pour le théâtre?
Ça, c'est pour le théâtre. Les autres affaires que t'écris? Ouais, là, aujourd'hui, j'ai commencé à écrire ma petite chronique de radio pour samedi, là. Tout peut arriver, là. Je fais Tout va mal tout le temps, qui est comme un hommage aux téléséries dramatiques québécoises où tout va mal tout le temps. Comment ça va, toi, l'écriture de ça? Moi, quand je faisais des chroniques, quand c'était des chroniques de musique classique, ça allait. Ouais. Quand je faisais des chroniques, j'ai fait un show d'humour avec Jean-Sébastien Girard, où est-ce que je faisais une chronique d'humour de 7 minutes. Puis c'était, man, ça prenait mon jus de la semaine. Ah ouais, c'était... Je fais pas 7 minutes, tu sais, je fais 4 minutes, puis j'ai un invité qui est là, une chance, mais ouais, pour vrai, c'est drainant. Tu sais, j'avais commencé ça, ça doit être genre la 3e ou la 4e année, là, finalement, que je collabore aux émissions à Marie-Louise. Puis, tu sais, l'année passée, quand j'avais commencé, c'était comme à titre de juste collaborateur, là, tu sais, chroniqueur normal, tu sais, fais ce que tu veux, là, un peu carte blanche. Puis là, j'avais fait, à la première émission, j'avais fait un épisode de Tout va mal tout le temps. Fait que, tu sais, comme, grosso modo, c'est que je lis un scénario d'une série télé un peu comme Stat, là, mais j'en beurre épais sur, il y a 10 000 problèmes, puis c'est toujours les mêmes acteurs, puis comme ça, c'est un peu mal écrit, puis comme, tout chie, là. Fait que, tu sais, j'avais fait ça juste sur One Shot Deal, mais là, après ça, Marie-France, la réalisation, était là comme, serais-tu game de faire un genre de radio-théâtre, puis de le faire à chaque fois. Ouais. Puis tu sais, déjà au début, j'étais comme, je sais pas si je vais être capable, tu sais, de renouveler cette forme-là tout le temps. Ouais, qui est quand même, c'est du jus, là. Ouais, qui tire du jus, puis qui aussi que le rythme est ultra rapide, là, tu sais, je suis là comme, quasiment, tu sais, j'ai réécoutais pas, puis là, avant de commencer la saison 2, tu sais, j'ai réécouté, puis j'ai comme, maintenant, je m'en donne pas facile, tu sais, genre un gag à la seconde, là, tu sais. Ouais. Ouais. Tu mitrailles, là. Ouais. Fait que là, tu sais, finalement, je l'ai fait, mais on a mis des acteurs là-dedans, tu sais, qui viennent donner du jus et tout ça. Fait que oui, tu sais, c'est fou parce que je sais que dans mon horaire, tu sais, c'est juste le samedi, en fin de soirée. Mais toute la semaine, là, tu sais, je vais bûcher là-dessus. C'est pas si payant que ça. Non, pas en tout. Pour le nombre de temps qu'on met à écrire, là. Ouais, puis là, ouais. tu sais, si je calcule les heures, c'est pas bon, là. Non, pis surtout, tu sais, comme ça fait quelques fois que ça arrive aussi, puis c'est full normal, là, puis comme, je respecte ça, mais tu sais, des fois, comme, l'invité qui pouvait être là, finalement, ne peut plus être là. Fait que, comme, faut commencer, comme, from scratch, pis comme ça. Fait que, tu sais, mais, je l'aime, je sais pas combien de temps, tu sais, je vais pouvoir continuer à faire ça. Tu sais, j'en fais un peu moins cette année, là, un peu moins de récurrence, là. Je le fais une fois par mois. Mais pour vrai, c'est quand même un bon rush de préparation d'adrénaline avant d'arriver à faire comme, OK, Chris, je l'ai. Puis c'est une structure, puis aussi, c'est juste, t'es un gars d'impro. Justement, il y a des règles, tu sais. T'as une règle de temps, t'as une règle d'inviter, tout ça. Bon, ça t'aide à, mais est-ce que t'écris dans le vide un peu? Sans règle, tu sais, je veux dire, sans contrainte, tu pars dans ta tête, puis... Tu parles, mettons, pour le plaisir ou quand même pour un projet? Les deux. Ça fait longtemps que c'est ce que j'aime le plus faire au monde, je pense, écrire. Fait que ça fait longtemps, là, à cause de mes horaires pis des projets que j'ai écrits vraiment juste pour le plaisir, là. Ouais. Mais ça, j'adore ça. Tu sais, je travaille sur un projet de roman en ce moment puis il avance. Mais c'est ça, je voulais savoir. Donc, t'as un projet de roman. Ouais, il avance bien, mais pas vite, parce que c'est mon projet, tu sais, personnel à moi qui n'engage personne, là, tu sais. La maison d'édition avec qui je travaille est au courant que je fais ça, mais je leur ai encore jamais rien envoyé. Puis c'est comme ça, tu sais, je le garde vraiment parce que je suis là comme, ça, à chaque fois que je roule le fichier, là, c'est du me time, là, tu sais, j'ai tellement de plaisir à le faire, fait que je suis là comme, si je voulais que ça arrive plus vite, faudrait que je me mette des deadlines puis que j'embarque du monde là-dedans, tu sais, la maison d'édition fait comme, OK, je t'envoie une version, première draft, puis on part, puis... Mais on dirait que j'ai pas envie de faire ça, puis je suis comme, regarde, ça prendra 6 ans s'il faut, je m'en fous, mais ça là, je vais l'avoir fait de A à Z. Est-ce que t'es lié à une maison d'édition, déjà? J'ai déjà publié, sur le divan aux éditions Ta Mère. OK. Puis le cycle, le cycle glissant aussi, ultimement. C'est avec eux. Ouais, ça va être avec eux, on sait pas quand encore, par contre. Ça va être le meilleur moment pour publier ça. Ouais. Je sais pas si à un moment donné, ça va faire, souvent ça va faire ça. Déjà, les gens commencent à publier indépendamment, là, sans avoir d'éditeurs qui éditent. Puis ça peut être une affaire aussi. Ça peut être une affaire, là, grâce à l'Internet. Ouais. Ça peut être pas pire. Ouais. Tu joues du violon? Ouais. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, c'est pas une blague, là. Explique-moi tout ça. Ouais, l'enfance, hein, qu'est-ce que tu veux? Okay. Parents qui font... Quel âge t'es arrivé dans tes bras? À 5 ans. Comme moi. 5 ans. Ouais, c'est ça, c'est pas mal l'âge. Là, 5 ans, c'est pas mal l'âge. Ma soeur, c'était à 3, c'était un peu intense. Ah oui, 3, hein? Mais elle est née, on a comme 5 ans de différence. Bah, quand elle est née, je commençais le violon. Là, elle était bébé, elle faisait juste regarder ça. Ah ouais, c'est ça. Je pratiquais, je la mettais devant moi, puis à 2 ans, elle réclamait un violon, puis à 3 ans, lui. Ok, ça venait d'elle. Ouais. Ouais. Ok, c'est parfait. Toi, c'est quoi qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
comment? Non, mais il y a toujours une histoire comme un violon atterri dans une maison. Oui, exactement. Ben, c'est que mes parents me trouvaient mêlé, puis c'était ça maternelle aussi. C'était comme, François est très intelligent, mais il a de la difficulté à monter les escaliers, parce que j'ai monté encore 2 marches une après l'autre, j'étais tout le temps dans la lune. Ça n'a pas changé. Non, ben, je suis un peu meilleur, là, mais tu sais, comme mon œil, là, c'est ça. Fait que, je sais pas, quelqu'un leur avait dit, comme, d'apprendre un instrument de musique, ça aide à être focus. Ça rend intelligent. Fait qu'ils m'ont mis là-dessus, puis that's it, là. Fait que... À Québec, t'as étudié avec qui? C'était une professeure privée, Mélanie... Ah, j'ai oublié son nom de famille. Bonneville? Elle avait les jeux d'Archer Suzuki, là. C'était ça le nom de son école. Ouais. Puis c'est ça. Fait que c'était cours privé, cours de groupe pendant 10 ans, là, une dizaine d'années que j'ai été 10 ans de violon? Ben, 10 ans de violon classique. Après ça, même, j'étais allé à l'école Troubadour, puis là, il y avait un sacré zigoto qui pouvait m'apprendre un peu le violon juif, là, klezmer et tout ça, puis là, comme ça m'intéressait. Fait que jusqu'à l'âge de 5 à 17 ans, j'ai suivi des cours. Puis après ça, je suis rentré à l'école de théâtre, fait qu'il a fallu que je laisse ça un peu de côté. T'as encore un violon? Oui, j'ai encore un violon, puis j'en joue encore, là. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, ma job, c'était jouer dans le métro, là. T'es-tu sérieux? Ouais. Tu vas en jouer maintenant? Si je veux en jouer maintenant? Ouais, il est là. Ma guide est l'autre bord. Longtemps. On fait ça à la fin? Ah, toi, t'as une guide? Non, j'ai pas de guide. Non, mais j'appelle mon violon une guide. Ah, ta guide? Ouais, ben, tu sais, quand t'es au cégep, tout le monde joue de la guitare. Bon, tout le monde, attends, je vais chercher ma guitare. Mettre ma guitare dans tout le monde, le trompetiste disait, attends, je vais aller porter ma guitare. Ah, oui, c'est ça. La différence entre la guitare et le violon, c'est que la guitare tout seul, ça sonne bien puis c'est le fun. Ouais, tandis que le violon, ça c'est prend tout du temps. Hey, apporte-le au party, on va chanter. Qu'est-ce que tu veux chanter? C'est un violon? Non. Et ils vont dire, joue le bout de Louise Attaque, ok. C'est exactement ça. Ben oui, je vais te le faire. Tu vas voir, ça sonne dry, là, tu sais, tout seul. Là. Ah ben shit, tu joues du violon. Mais ça, c'est drôle. Ça, quand j'ai vu ça dans ta bio, j'étais comme, ben tabarnane, un violoniste en plus. Ben là, ça, c'est un atout. Tu l'utilisais comme atout dans ton jeu? Dans mon jeu. Mais genre l'avare de Molière, là, je pense que c'est surtout parce que je jouais du violon que j'étais là. Il cherchait 2 musiciens, là. Fait qu'il y en avait un acteur pianiste. Pis comment toi tu joues du violon? Okay, ben, attends. T'as pas pensé à aller là-dedans? En violon? Ouais, j'y ai pensé un moment donné. Mais, tu sais, même quand je faisais genre des petits concerts de violon, c'est tout ce que je voulais, c'était faire rire, là. Fait que c'était comme clair que j'essayais de faire une joke avant puis une joke après ou une face ou quelque chose. Tu peux faire un show d'humour musical. Ouais, mais ça, c'est quand même ça, j'en ai déjà vu pis j'ai c'est c'est qui le vrai public de ça? Qui aime ça? Juste pour rire, quelques années, il y avait un quatuor à cordes humoristique qui était là, tu sais. Puis là, c'est comme le quatuor qui répète, puis le chicane, puis là, ils sortent des balles de ping-pong, puis là, t'es comme, man, non. C'est créatif, là, mais bon. Mais comme tu dis, qui va voir ça? C'est qui le public de ça? Fait que moi, je raffole l'humour musical. Mais non. C'est la chose qui me fait le plus suer, ouais. Ouais. En tout cas. Je te comprends. Mais donc, est-ce que tu joues d'autres instruments aussi? Non, je joue vraiment du violon. Je pianote, là, mais comme n'importe quel fatigant qui s'en va sur le piano public jouer la valse d'Amélie Poulain. Mais ta lecture est encore pas pire, là. Ça fait longtemps que j'ai lu. Ça, c'était comme une faille chez nous, mais tu sais, je lis. Parce que je Suzuki, ça, c'était très doigté. C'était moins lecture des notes. Ouais, c'est ça, exact. Puis comme des avantages. La théorie musicale, je suis pas mal à chier là-dedans. Ouais. Qui est un truc qui, finalement, tu sais, comme de base, enfant, je pense comme n'importe qui ou ado, tu sais, ça m'intéressait pas du tout, mais qu'après coup je suis comme Christy, j'aurais aimé ça apprendre ça, tu sais, pour avoir un peu plus de technique puis finalement avoir plus de liberté. Tu t'es pas trop fait niaiser sur du violon? Non. Mais tu sais, c'était pas tout, là. Tu sais, moi, je jouais du violon pis je faisais de l'équitation, man. Tu sais, quand Ok, tu viens d'une famille de riches. Même pas. Mais tu sais, c'était comme... Ben, ma mère, elle a tué ses chevaux, genre. Puis là, un moment donné, je pense à l'école, il y avait quelqu'un qui était venu faire comme « Hey, vous pouvez venir visiter la ferme. » Puis là, ma mère, c'était comme portée comme... elle voulait être parent accompagnatrice pour ça. Puis là, finalement, ils se donnaient des cours d'équitation, mais tu sais, western, là, à Saint-Émile, là, tu sais, à la ferme Torima. Puis finalement, turns out, c'est que j'étais allergique au foin, là, tu sais, comme... Mais là, ma mère était comme « Ah ouais, en plus des cours de violon, tu vas faire des cours d'équitation. » Mais tu sais, c'était elle, là, tu sais, qui trippait, là, tu sais. Là. Mais finalement, j'ai aimé ça, là, tu sais, la piqûre des chevaux, je l'ai eu, puis... Puis le violon, ça, je veux dire, personne dans ta famille en joue?
À base, non. Mais tu sais, mon père, qui était fin pédagogue, il a fait comme, OK, t'as de la misère à te concentrer, tu vas apprendre le violon, mais je vais t'accompagner là-dedans, je vais apprendre le violon avec toi. Ah, cool. Fait que... C'est lui qui était proche de toi pour les pratiques. Ouais, c'est ça. En fait, les cours, c'était toujours à deux. C'était comme moi et mon père, puis on apprenait la même tonne en même temps. Ouais, c'est ça. Pour de vrai, c'était vraiment cool. Puis lui, en plus... il était à distance, là, tu sais. Moi, j'habitais à Québec. La famille habitait à Québec. Il a travaillé longtemps à Montréal la semaine. Il redescendait à la fin de semaine. Puis il venait faire le cours de violon avec son gars. Le porter après ça à telle place. Comme, quand je pense, je sais que c'est énormément de dévouement. Fait que, ouais, mon père a appris le violon avec moi. Ma petite sœur, finalement, un peu comme toi, a fait quand même aussi, je vais apprendre le violon. Ouais. Puis, fait ça, mon grand frère, lui, avait appris le piano. Fait que, puis elle a continué pendant un bout, ta petite sœur, ou elle a arrêté un peu avant moi. OK. T'as pas fait des concours pis tout ça, toi? Non, pas fait de tout ça. On a joué en groupe. Il y avait beaucoup de petits concerts solo, concerts de groupe. Des fois, une ou deux fois, ou trois fois, comme une fois par année, pendant un bout, on jouait genre avec l'Orchestre symphonique de Québec, mais genre les jeunesses, je sais pas trop quoi. Là, OK. Fallait prendre une toune, puis on répétait avec eux autres. Puis... Qu'est-ce que tu jouais dans le métro? Ce qui me passait par la tête, mais t'avais-tu un petit playback en arrière? Même pas. Si c'était pauvre, moi, c'était violon itinérant, là. Puis, tu sais, là, en plus, je sortais de l'école de théâtre, j'étais mec comme un pou, la grosse barbe. Tu sais, quand j'ai commencé à jouer à la Limo, la Ligue d'impro, ils m'appelaient l'itinérant de la Limo, parce qu'avant mes matchs, j'allais jouer du violon. Là, j'arrivais, genre, en chemise, la grosse barbe, avec mon sac de change, genre, pour m'acheter de la bière. Puis cette année-là, en plus, avec cet argent-là, je me payais un voyage au Nicaragua. Genre, je partais un mois tout seul, me retrouver dans le jungle. T'es sérieux? Ouais, j'avais fait ça. Ah ouais, j'étais mec, là, je revois des photos, je tabarnak, il a fallu que je mange, là. Mais, ouais, je sais pas, c'était mon trip, là. J'étais bien. C'était-tu tough quand t'as sorti de l'école? Ben, aucun contrat, là, tu sais. Bon, t'as eu des job-in? Le violon. T'es-tu sérieux? C'était vraiment ça? Oh oui, c'était ça, là. Tu jouais dans le métro tout le temps? Tu partais le matin, t'allais t'inscrire, parce que comment ça marche maintenant aujourd'hui? Je m'inscrivais même pas, mais ouais, il faut faire ça, là, tu sais, faut s'inscrire. Ouais, pis c'est que ça joue du coude. Ouais, c'est ça, mais moi, comme ça m'intéressait pas ça, parce que... J'étais tellement large, il aurait fallu que je me lève bien trop tôt. Ouais. Fait que, ce que je faisais, c'est que je trouvais les métros qui étaient pas trop achalandés, mais où est-ce qu'il y avait quand même du monde. C'était quoi les meilleurs? Tu sais, moi, ma meilleure station au final, où est-ce que je trouvais tout le temps de la place, c'était station Jean Talon. Ok, oui, mais ça, c'est vrai que c'est un pivot, il y a tellement de monde. Ouais. Puis lequel couloir tu prenais? C'est celui qui donnait sur Saint-Denis? Je prenais les deux. Fait que tu sais, il y en a un en haut, là. Ouais. Je pourrais pas dire c'est quoi la ligne, là. J'ai l'impression que c'est de la ligne bleue. Ouais. Puis il y en a un autre en bas, là, tu sais, avec la lyre et tout ça, là, tu sais. Normalement, il aurait fallu que je m'inscrive à quelque chose ou pas, là. Je me sacrais, là, j'ai jamais eu de problème, là, tu sais. Puis on va revenir au répertoire. Tu disais que tu jouais des affaires à couleur pour te faire payer un peu, genre un bout des Cowboys fringants, ou tu jouais. Ça marchait moins, ça, comme, tu sais, j'ai tout essayé, là, tu sais, comme, j'étais vraiment dans une vibe artistique de faire comme, fais passer de quoi aux gens, tu sais, pour que ça paye. Puis, étrangement, c'était plus le classique qui passait. Okay. Mais je pense, tu sais, je jouais beaucoup, tu sais, mes trucs que j'ai comme ça donne, c'était genre du Vivaldi ou du Corelli. Je pense juste parce que, tu sais, ça demande une certaine dextérité, agilité, puis que ça monte plus dans les aigus, fait que je pense que le son voyage mieux, tu sais, dans ces couloirs-là, ils l'entendent de plus loin. C'est des petits concertos, là, les petits concertos. Ouais, c'est ça, exact. Tout ça, exactement. Ça. Ouais, okay. Puis ça pognait plus. Je pense que le monde l'entendait plus. OK. Mais tu sais, des fois aussi, j'étais comme, t'as un peu, Yann, c'est Game of Thrones qui pogne. C'est de jouer Game of Thrones, là. Puis il y avait un gay qui passe du coup de tu donnais une affaire, mais sinon le monde s'en colle, c'est bien raide. Fait que ouais, c'était plus... Est-ce que t'as déjà eu un don par rapport trop élevé? Que tu fais, hein? Un billet, tu dois avoir des pas pires histoires de métro, de musique, là. Tu dois en avoir des gens qui savent pas de bon sens. Des pas pires. J'ai jamais eu de gros dons, là. Ça, j'en ai eu sur une autre job que je te raconterai ça, mais comme les affaires pas de bon sens, c'était plus genre, tu sais, jouer, mettons, du Vivaldi, là, exactement. Je me souviens plus c'est quel concerto ce que tu viens de chanter, mais c'est exactement cette tune-là. Puis à 2 mètres de moi, il y a un itinérant qui pisse dans une poubelle, là. Fait que je suis vraiment de la clash. T'as-tu vu déjà écouté la série Louis C.K.? Non. De Louis, man. Il y a une scène, c'est une des meilleures scènes de télévision. Puis Louis C.K., son grand-père était violoniste. Okay. Dans la vraie vie. Ben, lui, il a toujours comme super respecté ça. Puis dans la télésérie, quand t'entends du violon, c'est du vrai violon. C'est pas c'est pas fake. Voilà. Il y a même la petite fille qui fait sa fille. Elle joue du violon. À un moment donné,
il y a une voisine de palier, mais il y a une scène, il est bien déprimé, il est dans le métro de New York, c'est sale. Puis il y a un gars qui est bien habillé, qui torche un Caprice de Paganini, c'est d'une beauté, c'est impeccable. Puis pendant qu'il écoute ça, tu sais, il réfléchit. Puis en arrière-plan, d'un coup, tu vois un itinérant, mais écoute, le casting n'a aucun sens. Il est laid, il est sale, il est dégoulinant. Il y a pas beaucoup de vêtements, puis il dépose ses sacs en arrière, puis il sort de l'eau, puis il commence à se laver dans le métro. Puis là, tu vois puis c'est ça qui est quand même fou dans le métro, c'est que tu peux avoir le droit à toutes ces rencontres-là. Tu sais, un moment de beauté écrit par un grand compositeur de la Renaissance. Et un homme qui urine, tu sais. Oui, puis moi, c'est ça que j'aimais, ça. Je trouvais que c'était tellement un beau travail foncièrement artistique, tu sais, comme le violon a aidé mon jeu d'acteur, mon écriture et vice-versa. Parce que j'étais là comme, OK, là, tu sais, comme, tu sors d'une école de théâtre, parce qu'on te parle de Molière et tout ça, tu connais les concertos de Vivaldi, mais là, t'es sous la terre, tu sais, avec cette faune-là, là. Est-ce que ça parle au monde? Genre, ça va-tu aller? C'est quoi vraiment l'utilité concrète de l'art, puis comme, est-ce que vraiment ça peut embellir la journée de quelqu'un? C'est là qu'on met ça à essai, là, tu sais. Ouais. Parce que puis finalement, oui, tu sais, plus qu'on pense, là, tu sais, comme il y a bien du monde qui s'en sac, mais le nombre juste de sourires ou de monde qui ralentissent ou qui viennent te jaser puis qui font comme Chris, moi tout, j'ai appris le violon quand j'étais jeune, puis comme, tu sais, ça crée des rencontres, j'étais comme, OK, c'est pas juste un trip un peu intello, comme quelque chose qui passe vraiment par la musique, là, même si c'est pas du David Guetta, là. Ouais. Hey, c'est quoi d'abord ton histoire de oui, job? Ben mon plus gros type que j'ai eu, moi, j'ai déjà travaillé, c'est calèche dans le Vieux-Québec aussi. T'as fait ça, vrai? OK, donc. le violon que je parle. Il y en a question dans le podcast, entre autres. À un moment donné, c'est cité, puis moi, je pensais que c'était une réelle blague, mais non, t'as fait ça. C'est tout vrai. Ça, c'est un truc qui nous lie, Seb et moi. Là, Seb a réellement travaillé à l'Hippodrome de Québec, puis moi, j'ai réellement travaillé ces calèches dans le Vieux-Québec 3 ans pendant que j'étais à l'école de théâtre. Là, c'était ma manière d'essayer de piler un peu de cash. T'as fait d'équitation, tu comprends l'animal. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, comme j'étais déjà à l'aise avec les chevaux, fait que je suis allé là, mais tu sais, c'était compliqué, là, les calèches, là, c'était un peu tout croche, là. Quand ils m'ont engagé, ils avaient mal regardé mon CV, puis ils avaient pas vu que j'avais 17 ans. Fait que j'ai comme fait toutes les formations, puis là, quand j'ai passé l'examen à la ville, le policier a fait, c'est beau, t'as réussi, mais tu peux pas travailler, t'es pas majeur. Puis là, j'étais comme, il faut être majeur. Puis, ben oui, t'as pas dit à l'embauche. J'étais comme, non. Là, je suis retourné à l'écurie faire comme, je l'ai eu, mais je suis pas majeur. T'es pas majeur? Ben non, vous l'avez pas vu sur mon CV. Non, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu vas devenir formateur. Fait que, à 17 ans, je formais les nouveaux cochers, tu sais. J'avais jamais fait ça, là, je venais juste de passer l'examen. Tout en attendant d'avoir 18 ans pour pouvoir le faire. C'est ça, à ma fête, là, j'ai commencé à travailler, tu sais. Mais là, des fois, tu pouvais avoir des gros types parce que c'est des touristes, puis des fois, c'est des touristes très, très fortunés qui repartent dans leur pays, ils font comme, tiens, voilà le reste de mon cash, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que moi, le plus gros type que j'ai eu, ça a été genre un 250$ pour un tour d'une heure, tu sais. Wow. Mais le gars, juste avant moi, là, une journée, un été, là, il y a eu... si je pense pas que je dis de la merde, là, mais il me semble que c'était genre 600€. Oh... Tabarnouche. Là, toutes les autres cochers étaient en tabarnak tout le reste de la journée. Parce que vous partagez pas ça. Non, c'est dans tes poches direct. Point barre. Ouais. Wow. C'est un milieu tough. Milieu des cochers. Un milieu qui n'existe plus, là. Il reste juste Johnny. C'était tough quand même. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, c'était germinal, là. C'était un moment où est-ce que les vieux cochers créaient un syndicat pour se défendre contre le patronat. Fait que, tu sais, c'était comme l'ancien monde. Puis, tu sais, ça a été fondé par des Irlandais à base. Puis, c'était encore beaucoup ça, la mentalité. C'est-à-dire que avant, là, tu sais, on a l'impression que je parle des années 60, là, mais genre, encore en 2008, là, il y avait pas d'ordre, là, comme les taxis, là. C'était comme, si tu trouves un client, tu le pognes. Puis, comme s'il y a un ordre, on le respecte pas. Puis, quand il y avait des cochers qui se faisaient tout le temps piler dessus, puis la manière de se faire arrêter, de se faire boulier, c'était d'en poignarder un dans la cuisse, là. Faire comme, là, t'arrêtes de me voler mes colis de tour. Puis, comme, tu sais, puis des batailles, il y en a eu. Moi, je les témoins de sortes d'affaires. Bataille de cochers. Oui, des batailles, puis avec le boss, là, des batailles avec le boss, puis la police débarque, fait comme là, il y aura pas de calèche aujourd'hui, puis tout le monde, tu sais, on peut pas travailler parce qu'ils sont battus, tu sais, c'était toutes sortes d'affaires, puis des accidents avec les chevaux. Fait que c'était un milieu qui était quand même tough, là, tu sais, moi, chaque année, quand j'allais là, vu en plus que j'ai quand même un peu été élevé avec les chevaux, puis je connaissais ça,
souvent me donner des chevaux comme plus difficiles. Là. Okay, comme, à chaque fois, je fais comme, hey man, j'espère que cette fois-là, ça sera pas la fois de trop, là, tu sais, comme, parce que le cheval, il devient fou, puis on capote dans la côte d'Abraham, puis me fait rouler dessus par un métrobus. Puis c'est des genres d'affaires qui peuvent arriver. Oh, oui, il y en a dans l'histoire des calèches, là, il y en a eu des accidents, là. Puis, tu fais ça combien de temps? J'ai fait ça 3 ans, puis moi, il m'est rien arrivé. Il y a eu des situations où est-ce que j'ai eu peur, mais il m'est rien arrivé de bad. J'ai vu des accidents, d'autres, tu sais, pis t'es sur la route, là, fait que c'est pas tout le temps la faute du cheval ou de la calèche, là. Des fois, c'est juste un char. Ouais. Pis on fait ça jusqu'à tard, là, tu sais, comme on finit à minuit, 1h dans le Vieux-Québec, puis après ça, c'est 1 heure de cheval pour rendre jusqu'à l'écurie, là, dans Saint-Sacrement, là. Fait que t'es sur la route vers 2h du matin, et des conducteurs sont chauds, pis comme, il y a une calèche, là, qui s'est fait démolir par un char dans le coche était là, tu sais, t'es même pas attaché, tu revoles à l'autre bout, le cheval, lui, devient fou, se met à courir, pis traîne une calèche tout décolle, là. Wow. T'sais, fait que tu vois le genre de situation que ça peut créer, là. Puis ça, plus même aussi, tu sais, des fois, il y a des cochers qui se faisaient carrément attaquer parce que quand c'est à rue Saint-Vallier, quand tu descendais tard le soir, il y en a là des gens qui savaient que t'es plein de cash. Fait que t'es plein de cash. Fait que là, le monde se faisait bumper, se faisait sauter dessus, puis ouais. Fait que là, les cochers, ils s'armaient, là, tu sais, pour pouvoir se défendre. T'avais un canif, toi? Moi, j'avais pas de canif, là. Moi, j'étais jeune, je travaillais moins souvent le soir, la nuit, là, vu que j'habitais chez mes parents, fallait qu'ils viennent me chercher, tu sais. Fait que souvent, je commençais plus tôt le matin, puis je finissais maintenant d'après-midi. T'as-tu écrit là-dessus? C'est la première fois que t'en parles? J'en ai parlé beaucoup en podcast, finalement, mais non, j'ai jamais écrit là-dessus. Un moment donné, j'avais commencé... Faites quoi? J'avais commencé un projet de roman, genre autofiction, documentaire là-dessus. Je pense que je vais le faire parce que, tu sais, c'était réellement germinal. Genre, les luttes syndicales là, sont allées là très loin, puis dans le bullying, puis dans les choses que... Tu sais, moi, je me souviens de passer un matin à côté du bureau du boss, là, qui est un vieux bonhomme de 70 ans qui fait de la démence, puis qui veut pas léguer l'entreprise à son fils, qui, lui, depuis 5 ans, il attend ça, là, puis qui a été à la business school, puis il attend juste que son père lâche le morceau, mais il est rendu dément, puis... Bref, tu sais, de l'entendre crier, il y a un arbitre de la ville qui est là, puis il est en train de crier « Ouais, non, câlisse que je peux pas renvoyer mes cochers, je peux les renvoyer, c'est moi le boss! » Puis l'autre, il est comme « Tu peux pas les renvoyer si t'as pas une raison valable. » « Ben voyons, c'est le droit d'un boss, ça! » Oui. Comprends pas qu'il peut pas renvoyer le monde de même, t'sais. Wow. Fait que, ouais, toute une expérience là, pour un gars de 17 à 20 ans, là, tu sais, finalement. T'avais ça au Québec? J'ai aimé ça. Non, j'ai aimé ça, tu sais, jusqu'à ce que j'ai 17 ans, j'ai vécu là. Moi, j'habitais à Lac-Saint-Charles, là, fait qu'un peu dans l'arrière-pays, là. Okay. Fait que sur le bord d'un lac, tu sais, dans les montagnes, dans le bois, super beau. J'aimais beaucoup aussi la ville de Québec, qui est une très belle ville. Maintenant, tu sais, je pense pas que je retournerais vivre là, nécessairement. Je suis bien à Montréal. Ça serait difficile un peu. C'est pas impossible, mais surtout, qu'est-ce que tu fais, puis tous les projets. C'est ça, exactement. Puis, mais non, puis j'ai encore beaucoup d'amis qui sont là, puis j'y retourne régulièrement. Ma mère habite encore là, puis ma soeur aussi. OK. Ouais. D'habitude, je demande aux gens s'ils ont un projet, un truc qu'ils rêvent de faire, d'essayer, qui est pas encore qui est sur leur liste, leur bucket list. Mais on dirait que toi, j'ai comme presque envie de pas te la demander parce que la façon que tu parles, j'ai l'impression que tu fais vraiment réellement tout ce que tu veux. T'sais. Ben, le problème, c'est que je veux trop d'affaires. Tu sais, comme l'horaire, ça l'autre. Tu sais, quand même, là, je t'ai parlé de mon roman. Là, c'est rare, je parle de ça. Là, j'avais quasiment oublié un peu. Tu sais, ça, je fais ça. Mais j'ai trop de projets. Là, tu sais, Bric et Brac, c'est un projet qui prend beaucoup de place en ce moment dans ma vie. Puis j'adore ça, comme, mais tu sais, on le sait personnellement qu'à un moment donné, ça va avoir une fin, tu sais, cette affaire-là. Fait que des fois, je pense que oui, je pense que... Moi, je pense que ça va. Surtout des duos humoristiques, là, je pense que ça a une date de péremption à un moment donné dans le temps, là. Je sais pas, de l'hydrolet. Hey, c'est ça, eux autres, mettons, je pense que c'est l'exemple d'eux autres qui perdurent, puis que même les personnages, ils ont un peu abandonné. Ouais. Tu sais, tu sais, ça va peut-être évoluer, mais, tu sais, et moi et Seb, on s'est dit comme... Tu sais, là, on s'embarque là-dedans, là, mais tu sais, on s'est pas promis que comme on allait faire ça jusqu'à ce qu'on ait 60 ans, là, tu sais. Là, comme on fait ça là pendant que c'est cool puis que ça passe, mais les deux, tu sais, vu qu'on écrit puis qu'on est issu du théâtre, on a bien le cerveau formaté en fonction de projet, tu sais. Oh, ouais. Ça, c'est un projet, il y a d'autres projets, il y a d'autres affaires, fait que ça durera le temps que ça durera. Mais tu sais, des fois, quand j'imagine, OK, mettons qu'on a bouclé la boucle avec Bric et Brac, ou qu'on prend, puis que j'ai du temps, là, tu sais, qu'est-ce que je ferais, là, puis c'est ça qui est triste, là. Il y a 1000 affaires que je veux faire. Je veux faire du rap. Je voudrais partir. Sérieux? Ah ouais? Ah, j'aime ça. T'aimes le hip-hop? J'aime le hip-hop. J'aime cette,
j'aime ce format-là qui est le rap, là, tu sais, vu que j'ai fait de la musique, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les mots, la poésie. Un band? Ça, c'est parfait. T'aimerais pas avoir un band? Si je me pars un band, là, je pense que j'aimerais ça tu sais, c'est un fantasme, parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle, là, mais je suis comme, mon fantasme, là, ça serait de devenir chanteur à charme, genre, ça serait ça que je ferais. À charme? À charme. Ben, fais ça. Mais je veux vieillir un peu. OK. Je me vois le faire plus, tu sais, je me vois faire ça dans la cinquantaine. OK. En soixantaine. Chanteur à charme. Comment tu l'imagines? Je sais pas encore. Tu sais, comme mettons, récemment, j'ai découvert Gab Pocket, là, pis je l'aime full, ouais. Tu sais, comme lui, il y a un truc, pis je suis comme asti qu'il le fait bien. Mais tu sais, j'aime aussi beaucoup, évidemment, Tony Clifton, là, qui était le personnage de Andy Kaufman. Ouais. Puis il y a juste une affaire que j'aime, ben, un peu comme dans Bric et Brac, genre, je veux niaiser, mais il y a de quoi que j'aime pour de vrai là-dedans. Ouais. Genre, j'aime les voix des chanteurs à charme, j'aime cette musique-là, c'est plus grand que quand on nature. parle de ça, mettons, on pense à quelqu'un comme Michel Louvain, c'en était un. Michel Louvain, Tony Bennett, là. Tony Bennett, tout ça, là. Tu sais, vraiment, le plus cliché, là. Tu sais, j'aimerais ça avoir de l'auto bronzant et tout orange, là, des grandes chemises, pis Moi, j'ai déjà accompagné Michael Bolton. OK. Pis ça, là, tu veux, chanteur à charme, c'était incroyable. Ah ouais. Centre Bell, le monde pleure, le monde, le monde c'est capote. plus grand que nature, là. Tu sais, pis c'est hit par-dessus. Et Oui. même, il chante des... Puis là, je vois les touches, je dis, c'était lui, ça, qui avait fait ce ton-là. Puis des fois, tu le sais pas. Puis, écoute, il chante, puis c'est toujours, il y a le mot love. Il y a toujours, de l'amour. Ouais, c'est ça. Il y a toujours de l'amour. C'est ça, tu y vas au plus simple. De la peine, mais ça se résout. Ouais. Puis les gens... Puis c'est fucké quand même, parce que c'est pendant... toute une soirée, tu te fais rien que donner la même chanson sur quelques angles différents. Ouais. Mais les gens sont satisfaits. Ils sortent de là, ils sont contents. C'est comme un... Je sais pas, ils sont comme compris, je pense. Ouais, je pense que oui. Puis il y a de quoi d'universel là-dedans, là, tu sais, tout le temps, c'est ce soit l'amour, le drame, le sexe. C'est quelque chose qui parle à peu près à tout le monde. Puis d'être autant all out, là, tu sais, un peu, tu sais, comme moi, je pense à Michel Sardou, là, tu sais, en train de gueuler ça, là. C'est ça, quoi de, comme tu dis, hey, c'est pas banal, ça me change de mon quotidien. Ouais. Puis c'est comme cool, il y a aussi cette règle-là étrange que quand les gens vont voir ces shows-là, sont en couple souvent. Ouais. Ils se mettent beaux, c'est une sortie. Ouais. Mais là, à ce moment-là, t'as le droit d'être séduit devant l'autre par le chanteur. C'est comme correct. Puis en grosse gang. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a de quoi de foncièrement humain de comme, OK, là, on est tous pareils. Là, on est tous pareils, puis là, cette personne-là sur le stage, je la désire. Oui, c'est ça. C'est le, pour moi, vieux sexe symbole qui crie l'amour. T'es comme, oui, tu brailles. Il me fait capoter là-dedans. Non, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, OK. Ça, c'est un de tes projets. Ouais, c'est un de mes projets, ça. Fait que... T'en as-tu d'autres de même? Le rap, chanteur à charme. Hey, j'en ai d'autres, là, mec. Faudrait que je m'en souvienne. T'as-tu des projets qui sont pas reliés au métier? Genre, comme tu sais, t'es allé au Nicaragua, voyons, excuse-moi. Mais tu sais, t'as fait un paquet d'affaires qui sont comme un peu out there. Je me demande juste si justement tu serais du genre à me dire, tu sais, moi, je travaille le bois, je vais construire. Un peu quand je suis découragé, là, mais tu sais, tout le temps, tu sais, moi, mon parcours de vie, je pense que, tu sais, je me disais tout le temps, quand j'étais début vingtaine, j'étais comme là, je suis jeune, j'ai de l'énergie, là, travaille comme un épais, là, jusqu'à 30 ans. Là, j'ai 30 ans, pis j'ai encore envie de travailler comme un épais là-dedans, tu sais, faire de la création et tout ça. Mais je me disais tout le temps, comme, fais ça pendant un temps, là, puis quand tu seras plus capable, là, tu vas devenir un vieux pêcheur en Gaspésie, là. Puis tu sais, j'imagine un vieux pêcheur qui a jamais pêché, là. Juste être un bonhomme assis sur le bord de la grève qui regarde au loin, il fait comme moi, il fera pas beau. Un vieux cocher, finalement. Là, mais moi, vu que j'ai grandi un peu dans le bois, la région m'appelle tout le temps, là. C'est un peu c'est ça, contresens de ce que je veux faire créativement, artistiquement, mais c'est quelque chose qui m'appelle puis qui est important pour moi, puis que maintenant je vais trouver la sweet zone de comment est-ce que je peux faire comme ça. Jimmy Hunt, justement, que il venait à l'émission, puis on parlait, il venait à l'émission en direct de Gaspésie. Lui, c'est ça qu'il a fait, il a foutu le camp là-bas. Ouais, c'est ça. Ben c'est pour ça aussi que tu sais, j'aime beaucoup l'écriture, parce que ça, je peux faire ça n'importe C'est ça que j'allais dire. Man, tu pourrais avoir ça, une émission. Oui, ouais. Ça se déplace aujourd'hui avec les zooms, puis tu peux faire... Il y a quand même, sur le point de vue que c'est de la tournée, c'est carrément ça, c'est la tournée. Tu peux même filmer, tu sais, il y a plus d'avenues artistiques quand même qui est possible en région.
Mais reste à voir si tu veux faire ça. C'est une autre affaire, tu sais. Je pense que je veux faire ça. Récemment, j'ai réalisé à quel point j'étais pauvre, tu sais, finalement. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai jamais fait d'argent, là. Cette année, il y a un petit peu plus de projets. Fait qu'il y en a un peu plus qui rentrent dans la tête. J'étais comme, tu sais, j'ai jamais vu ces chiffres-là dans mon compte. Puis pour moi, c'était beaucoup. Mais après ça, quand j'ai réalisé comme le prix des maisons, pis tout ça, j'étais comme, à ce rythme-là, là, tu sais, comme jamais. Puis j'ai toujours rêvé de ça, tu sais, j'ai toujours rêvé d'une maison, des enfants, tout ça. Puis là, comme de voir que comme même là, quand je fais comme, yes, j'ai des bonnes gigs, je suis là comme, c'est pas possible. Fait que moi, j'ai comme eu un petit breakdown, là, au cours de l'été pour faire comme, ok, fait que là, comment je m'enligne, c'est quoi que je J'achète veux? un chalet en gang. Exact, c'est ça. Puis là, j'étais un peu comme dans le mood de comme, bon, ben, garde, je serai peut-être jamais propriétaire de quelque chose, mais si je suis locataire, je suis un locataire extravagant. Tu sais, j'ai pas assez d'argent pour une maison, mais j'en ai assez pour un monocle puis un chapeau de forme, tu sais, dans mon appart. Fait que, c'est même profiter de la vie, là. Ben ouais, t'as-tu un char? Ouais, mais tu sais, une vieille Toyota Corolla 2010. Nice. Tu vois le style, là, tu sais, hybride, moitié char, moitié poubelle, là, tu sais, quand personne veut rentrer là-dedans, là. Mais, puis qu'en plus, je l'ai même pas acheté, là, c'était le char à ma sœur, elle voulait plus, fait que, tu sais, je me suis ramassé avec ça. Ouais. Mais au moins, j'ai ça, tu sais, c'est assez essentiel pour les tournées de show d'humour qu'on fait, là, fait qu'on est bien chanceux de l'avoir. Hey, allons à la prescription, si tu veux bien. Ah oui, non? Je t'écoute, man. Bon, là, ça peut être de n'importe quelle forme. N'importe quoi. N'importe quoi. Ben, tu sais, je vais preach pour le théâtre en partant, là, vu que je viens de là. Allons avec ça. Fait qu'on va y aller, mais tu sais, c'est des choses que tu connais puis que probablement tes auditeurs connaissent aussi, là, mais tu sais, comme, moi, ma planète artistique, je considère que c'est vraiment celle du projet Bocal, celle du Théâtre du Futur, celle de Mathieu Kennel, qui fait un job incroyable aussi, Amélie Dallaire, Sariane Cormier. C'est tous des artistes que je considère comme la planète comique au théâtre, c'est comme absurde, qui est un truc qui est difficile à défendre au théâtre parce que tout bon projet de théâtre nécessite des subventions. C'est très dur de justifier ça des fois aux yeux des subventionnaires, de faire comme ça va être niaiseux, cave pis drôle, tandis que t'as à côté de toi un show super engagé, féministe, politique, tu fais comme tu sais, moi faut que je justifie où est-ce que je donne mon cash, là. C'est vrai, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui faut qu'il y ait de l'identité, faut qu'il y ait faut qu'il y ait un message. C'est le théâtre, le théâtre est rendu quasiment de facto toujours engagé, là. Même si tu reprends un classique, faut que t'aies un angle actuel, faire comme ça parle aujourd'hui de tout ça. Tu sais, comme, fait que tu sais, une histoire pour une histoire, puis juste quelque chose à faire comme, c'est juste ça m'a amené dans une place artistique que je suis jamais allé. Ça peut être très lourd du théâtre. Ouais, c'est ça. Fait que, puis toutes ces personnes-là, tu sais, c'est pas comme si en plus il faisait juste de la comédie puis c'était un théâtre vide, là. Il y a tellement de réflexions puis c'est tellement bouillonnant puis d'affaires. Mais c'est d'abord et avant tout des histoires. Tu sais, le Théâtre du Futur, c'est toujours dans un Québec imaginé, là, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, puis où est-ce qu'on en est rendu, puis c'est quoi les histoires, puis c'est tout le temps tellement créatif et foncièrement politique, là, tu sais, finalement, t'imagines. Tu sais, dans le Clone est triste, imaginez un Québec, je veux dire n'importe quoi, là, mettons en 2150, où est-ce que les boomers ont été déclarés illégaux parce qu'ils ont trop chié la planète, puis ils font trop chier tout le monde avec leur festival de musique, fait que ils les envoient dans un voyage sur la Lune, là, comme un dernier snowbird de l'humanité, puis mais il y aurait des boomers qui seraient restés vivants dans le Montréal souterrain puis qui fomentent une révolution. Fait que c'est comme ça, c'est la trame de base, là. Fait que tu vois que c'est pété, c'est le fun, mais en même temps c'est foncièrement politique, là. Ça va parler de classe générationnelle entre les X, les milléniaux, les boomers, les Z. Fait que c'est ça, tu sais, toute cette gang-là, je leur envoie bien de l'amour. Sinon, du côté de la France, il y a quelque chose qui est assez plus connu du grand public, là, juste les triples de théâtre connaissent, là, mais les chiens de Navarre, ça, t'as-tu déjà? Les chiens de Navarre. Les chiens de Navarre. Les chiens Navarre. Ça, là, c'est capoté, là. Eux autres, ils sont venus, ça fait un bout, là, tu sais, ils venaient quelquefois à l'usine C. Ah, ok. Mais tu sais, c'était toujours sold out, là. Un peu, là. Ouais, ou pendant la saison, mais tu sais, comme une affaire qu'aussitôt que ça se vend de même, c'est très tough. Mais ça, c'est une troupe de théâtre qui sont une gang là-dedans, puis ils fonctionnent juste par Canva, tu sais, ils font de l'impro Canva, tout leur show. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a pas de texte, puis c'est pas de l'impro pur de comme on part puis on sait aucunement où est-ce qu'on s'en va. Okay. Mais c'est, mettons, il y avait un show, mettons, qui s'appelait Une raclette, puis on sait que tout le show se passe autour d'une table. Fait que c'est comme un grand souper.
puis la table est micée, puis les gens se parlent, puis ils ont les canevas, fait qu'ils savent qu'un moment donné, il faut que quelqu'un pète une coche ou que ça flippe ou il y a telle affaire qui va arriver. Mais entre ces éléments-là, il y a pas de texte, fait que tu sais, les lignes se réinventent, tout ça, fait que le jeu est très très naturel, réel, très drôle, puis il y a pas de quatrième mur, là, tu sais, si un moment donné, pour une raison X, s'il veut commencer à parler à quelqu'un dans le public, même qu'il se renvoie les affaires, faire comme Vietnam, tu sais, comme tout est possible, là, fait que, pis ça, c'est des machines, tu sais, des machines d'impro, j'ai jamais vu ça. Okay. Autant de répartie puis de maîtrise d'une situation pour envoyer ça à quelque part, puis il y en a là-dedans qui sont musiciens, c'est toutes sortes d'affaires qui se passent. J'ai jamais vu des shows aussi éclatés et pétés, puis ils vont loin dans leur canevas, tu sais, au point où est-ce que moi j'ai vu des gens sortir là pendant leur spectacle parce que des fois ça devenait trop trash, là, tu sais, trop il y avait dans leur show, il y avait un canevas, un sketch où est-ce qu'il y avait tous des masques de vieux, puis ils fêtaient le nouvel an, puis il y en avait un qui était malade, puis il vomissait, puis il se mettait à lancer ça dans le public. Puis après ça, il faisait comme André, tu sais ce qui te remettrait une bonne partout. Puis ils se mettaient tout nus, puis il y avait une toune d'accordéon qui partait, faisait semblant de baiser, genre tu sais, mais très proche du monde, il y a des gens qui mettaient leur manteau, qui partaient, puis là les autres ils sont tournés de mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Tout ça avec des masques de vieux, là, tu sais, c'est weird. Mais fait quoi, tu sais, ça c'était un bon carnaval, là, tu sais, quand ils débarquent, là, tu peux t'attendre à tout, n'importe quoi. Il y avait un autre de leur show, Les Armoires Normandes, je pense, où est-ce que l'entrée du public, t'arrivais dans la salle à l'usine C, puis une énorme croix pendue au plafond, puis dessus, il y a un dude là, de crucifié, là, habillé en Jésus, puis recouvert de sang là, partout. Tu sais, très critique, très trash là, comme image, je le sentais quasiment noir, le rouge, là, tout ça. Sa couronne d'aubépine, mais il parle aux gens, bonsoir, bienvenue. Il jase aux gens, comme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est très small talk, tu sais, comment la vie, c'est pas facile. C'est un bout à passer. Ça même de grand, ok, man, le show commence dans même. Fait que ouais, c'est des gens que j'admire beaucoup, la manière de créer. Puis en fait, 2 longs métrages d'ailleurs. Un qui s'appelle Apnée, puis qui est dans le même motif. Ça a été des impros canevas. Ils ont écrit des canevas, ils ont improvisé, ils ont filmé, puis ils ont mis ça bout à bout. Je vais regarder ça. Ouais, Apnée, c'est un bon délire. Puis ils ont fait, je pense, Les Oranges Sanguines après, qui est un peu différent. Ça, c'est un peu plus engagé, puis un peu plus écrit. Fait qu'on s'éloigne un peu de la forme, mais intéressant quand même. T'aimes-tu le trash dans la vie? Ces affaires-là, un peu. T'aimes de l'inconfort? Ah oui, complètement. En humour, là, tout ça, là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Après ça, je pense que chacun a sa définition du trash puis sa zone d'inconfort. Ouais, non, c'est vrai. Mais oui, moi, je flirte avec ça, là. Tu sais, j'ai un projet avec 2 autres amis, acteurs, puis qui s'appelle Presque, là. Puis justement, c'est un show d'impro qu'on fait une fois de temps en temps. Puis c'est avec un ami que lui, c'est mon ami depuis le secondaire, fait qu'on se connaît très bien, on a fait de l'impro depuis toujours. Puis les deux, en fait, ces 3 gars-là, on le sait que notre limite dans l'inconfort est très loin. Ouais. Donc, fait qu'on fait des shows d'impro où est-ce que le but du show, c'est de faire le pire show possible. T'sais, on veut que ça soit le plus à chier, là, le plus de mauvaises idées possible. Puis étrangement, quand on fait ça, souvent, on se rend compte qu'il y a des affaires super bonnes qui ressortent, puis qu'on est comme wow, tu sais, des affaires qui se fait que non, tu sais, il nous parle des tunes, des projections, puis nous autres, on fait de la simili-danse théâtre ou comme, puis là, on improvise des poèmes ou du stand-up pas préparé, puis des affaires, puis des fois, il y a des affaires super belles qui ressortent de ça. Mais c'est ça, tu sais, on s'en va des fois dans le trash, dans l'inconfort, dans les comme c'est long. Puis tu sais, souvent, quand on l'a fait devant le public, c'est à chaque fois comme un moment donné, on est tanné, puis on fait comme ok, c'est terminé, puis on salue, puis le monde commence à mettre leur manteau pour s'en aller, puis c'est là que le show commence. C'est là que nous autres, on continue à faire comme ok, mais juste avant, on voulait remercier toute la prod qui a travaillé, puis là, on fait des discours qui en finissent plus, puis des affaires, puis on part des tunes, puis juste pour mêler le monde, là. Fait que, ouais, il y a une partie de moi, je pense, qui aime ça, là, de s'aller dans ces zones-là. Il y avait quoi, moi, ça s'appelait, ça existe plus maintenant, Brigitte Poupard faisait ça, le cabaret quelque chose, c'était au Lion d'Or, c'était juste des espèces, c'était juste un festival d'inconfort. À un moment donné, t'avais Didier Lucien est venu, puis il reprenait un monologue de Peter McLeod. Puis il avait tout appris d'un vieux show là, qui était un peu raciste dans cette affaire-là. Puis t'as Didier qui est là, puis qui le donne. Puis tout le monde est comme c'était un genre de soirée de même. Vois-tu, tu me dis ça, puis moi ça me chatouille de à bonne place. J'aurais aimé ça voir ça. J'aurais trouvé ça cool. Mais cool. Donc théâtre. Cinéma, j'ai envie d'en attention. Jeune réalisateur qui fait son premier long métrage, là, Jean-François Leblanc,
qui était écœurant, avec qui j'avais tourné sur Len Graves, puis c'est à partir de là que je l'ai connu, je vais être comme, Chris, il est bien bon. Ah, j'ai vu ce nom-là, il a fait quelques affaires, lui, déjà. Ouais, il a fait Len Graves, il a fait Virga, il a fait 12 hommes en colère, ça s'appelait pas de même, c'est pas loin de ça. Ouais. Puis, en tout cas, bref, là, en ce moment, il fait son premier long-métrage, qui est une adaptation de Ville et Misérable de Samuel Quentin, là. Oui. Le BDS, fait que là, c'est lui qui le fait, c'est ça. C'est lui. Samuel, il est venu jaser. Ok, donc voilà. Longtemps, c'est ça, puis je suis curieux de voir ça. Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de voir ça, tu sais, j'ai lu le scénario, puis j'étais crampé, tout, tu sais, t'as lu la BD? Fort. J'ai lu la BD, j'adorais la BD, j'ai lu le scénario, je riais fort, ils ont fait une super belle job. Puis là, ils sont en train de le tourner, là, il y a un autre bloc de tournage qui s'en vient bientôt, fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Jean-François Leblanc qui fait de l'excellent travail. Vincent Joël Côté, mon frère, Les Gamins, allez voir ça si vous connaissez pas ça. Ce gars-là, c'est un bourreau de travail, puis fait de l'art avec rien. Fait beaucoup d'affaires qu'on est toutes pas au courant. Il nous dit jamais rien. Beaucoup de vidéoclips là, de rap, là, tu sais, beaucoup avec Claire Corias, Fouki, tout ça. Puis c'est lui qui réalise tout ce qu'on a fait de bric et brac, là. Fait que mettons, à la recherche du pays, là, tu sais. Le premier épisode là, qui se passe dans le bois, là, qui est un peu un hommage à l'ONF, là, tu sais, tout ça. C'est lui, ça? C'est lui, puis souvent le monde a l'impression qu'on avait une équipe de 15 personnes, là, mais il était 3 derrière la caméra, là, tu sais, à tout faire. Wow. Puis fait que vraiment du bon stock. Puis sinon, du côté de la France, toujours... Je sais pas pourquoi ça donne rien, mais Quentin Dupieux, t'es un gros fan de Quentin Dupieux. J'ai beaucoup aimé ses films. Fait que, je t'imagine fan de ça. Ouais, ça colle. C'est ça. Ouais, j'ai découvert tôt, là, tu sais, comme, tu sais, moi, Steak, là, c'était vraiment un bon film pour moi, puis Réalité aussi. Fait que, là, il s'est rendu qu'il en fait vraiment beaucoup, là, comme qu'il est devenu comme une machine un peu, là. Ces derniers trucs m'ont un peu moins fait triper, là, mais Steak, Réalité, Au Poste, j'ai bien aimé ça, tu sais. Ouais. Des bons films. Ouais. Musicalement. Toi, t'es Je suis tellement fucké, là, musicalement, là, tu sais, comme je m'en venais ici, pis j'étais comme, ça a pas de bon sens, tu sais, ce que j'ai écouté en m'en venant ici, là, j'ai écouté BYOB de System of a Down, la tune thème de Smallville, puis la tune thème de Digimon. J'étais comme, qu'est-ce que je vis, Callis? Puis là, la prochaine, Smallville, là, t'es un fan? Non, même pas, mais j'aime la toune. T'aimes la toune de Smallville? J'aime la toune thème. Je vais aller l'écouter parce que je m'en rappelle pas. Ah ouais, tu vas voir, ça rentre au poste, man. C'est bon. Mais Chris, j'écoute tellement n'importe quoi, là, tu sais. Puis mais je t'ai ému de n'importe quoi, genre. M'a broyé en écoutant System of a Down ou du Fall Out Boys, puis du Jerry Boulet, Marjo, Pagliaro, genre, comme, puis j'ai aussi écouté du Miles Davis en m'en venant, là, tu sais. Fait que, vraiment tout. Tu fais des playlists de même? Je fais pas de playlist. Non, j'ai mon Apple Music, là, puis j'écris comme, je vais écouter ça. Je sais pas, je consomme de même. Puis, mais sinon, tu sais, dans mon ADN, c'est Zappa, là. Zappa était bien important. Oh, shit. OK. Moi, j'avais mon meilleur ami d'enfance, Thomas Godreau. Son père, Johnny Godreau, est le plus grand fan de Zappa ever. Fait que, tu sais, quand on allait là, il était tout le temps... Il se mettait comme, les gars, on écoute du Zappa. Il se mettait chaud, il écoutait du Zappa. Pis t'es là comme, là-dedans, il y a 18 instruments, je suis capable d'en faire 16. Genre, pis air drum, air guitar, air flûte, tout. Pis depuis que je le connais, là, fait que depuis 29 ans, là, c'est de même à tous les calices d'asseoir chez eux, ils écoutent du Zappa. Ah, man. Pis trip. Pis t'es allé voir Dweezil en show plein de fois. Il y a rien comme un fan de Zappa. Les fans de Zappa, c'est Jésus, là. Il y a un autre, c'est la réalité, c'est comme la réincarnation du divin dans la musique. Puis c'est un personnage qui est le fun. C'est un personnage qui est... T'as sûrement regardé les couples de films là, qui ont été faits. Ça, c'est des bons films. Oui. C'est fun. Mais c'est ça, tu sais, comme, je pense que moi, vraiment que tu fais de la création, tu sais, puis que t'aimes un peu la musique, tu peux juste être comme, OK, ce gars-là, c'est une machine. Là, ça n'a pas d'allure. Là. Oui, il a écrit un quatuor à cordes. Zappa, on essaie avec mon quatuor, on essaie de le trouver, mais il est sous, c'est le quatuor Chronos qui détient tous les droits, puis ils veulent pas le mettre en circulation. Il n'y a pas d'enregistrement pas disponible. Non. Mais ça existe. Mais il paraît que c'est injouable, c'est super tough. Ouais? Voilà, moi j'essaie, en tout cas, on veut essayer de communiquer avec la famille Zappa, voir si on peut pas comme avoir une affaire spéciale. Puis faire un show avec ça. T'sais, moi, j'aimerais ça faire ça. Parce que c'est ça, c'est que au bout du compte, il y a une sélection de pièces classiques que Zappa, parce qu'à la fin de sa vie, il était bien pogné là-dedans. On voulait faire un concert de ça, puis ça serait fun, parce que c'est sûr que tous les fans il y en a, qui viendraient voir ça, parce que les sons,
t'amènes du nouveau Zappa, le monde sera comme, quoi? Du nouveau Zappa? Mais regarde, vois-tu, moi, c'est un peu même ça qui m'a formé dans ma vision artistique de faire de gérer des projets. Tu sais, comme Zappa est très connu, mais c'est pas l'affaire la plus pop non plus. C'est pas tout le monde qui tripe sur Zappa, mais les gens qui tripent sur Zappa, tabarnak, qui tripent sur Zappa, c'est des soldats. C'est un peu le nom des musiciens sur chaque track. C'est ça, exact. C'est un peu la vision que j'ai, moi, quand on a parti Bric et Brac, là, tu sais, comme, on pensait pas le faire aussi longtemps, mais tu sais, on a cette vision-là de faire comme, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui va triper là-dessus, mais on veut bien le faire pour que les gens qui aiment ça, ils aiment ça pour vraiment. Ils trouvent leur compte. Et vous avez des super fans. Oui. Tu sais? Oui. Il y a du monde qui sont vraiment dedans. Là. Le monde arrive déguisé au show, là. Ça, c'est cool. Oui. Puis ça nourrit même notre mythologie, là. Il y a un gars à Québec, là, qui était venu, il y a 2 ans, voir un podcast qu'on enregistrait devant le public, là, tout habillé en Nordique Québec, puis il parlait pendant le show, puis tu sais, finalement, je sais pas pourquoi on est parti à un délire, puis on l'a personnagifié, là. C'est devenu mon fils bâtard que j'ai eu à 16 ans. Puis comme, puis il revient, là, des fois, dans des shows, tabarnak, mon fils bâtard est là. Tu sais, à chaque fois, on le nomme, là. C'est ça qui arrive. C'est malade. Ouais. Alright. Hey! Merci. Hey, ça m'a fait extrêmement super plaisir. Cool. Ouais, vraiment. Puis tout le monde continue à suivre ça, Bric et Brac, en spectacle, mais aussi, le podcast Un pays dans l'oreille, qui est vraiment une de mes grosses super découvertes qui a réussi à me faire oublier la douleur. Rien, c'est pas rien. Alright, bye! Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.